17 hommes, c'était le compte officiel. 17 gentilshommes titrés, riches et tout à fait convenables, avaient acculé Amelia Clare. Ils lui avaient offert leur nom. Et ils avaient reçu un nom poli et catégorique. Londres la surnommait la Vierge de glace. On disait qu'elle était vieille fille par choix. Une tragédie d'orgueil insensé. La société supposait qu'elle attendait un conte de fées. Ou peut-être un prince. Ils avaient entièrement tort. Amelia n'attendait pas une romance. Elle protégeait sa vie. Elle tenait les clés de sa propre cage. Et elle n'avait aucune intention de les céder. Jusqu'à ce qu'un homme qui méprisait les contes de fées autant qu'elle s'approche et lui pose la seule question qui la fit voler en éclats. La serre dégageait une forte odeur d'orchidées et de terre humide. Amelia Clare se tenait près d'une fougère immense. Ses mains gantées étaient souplement jointes devant elle. Elle avait 26 ans. Dans les mathématiques brutales de la société londonienne, elle était un reste. Un chiffre restant une fois la division parfaite des jeunes débutantes dans les foyers riches terminée. Cela ne la dérangeait pas. En fait, elle l'avait orchestré. À côté d'elle se tenait Lord Thomas Linfield, un homme dont le menton s'enfonçait dans sa cravate à chaque respiration. Il parlait actuellement de ses chiens de chasse. Il parlait de ses chiens de chasse depuis 14 minutes. Ce sont des bêtes remarquables, mademoiselle Clare, dit Linfield en déplaçant son poids. Le plancher craqua. Elles m'ont coûté une petite fortune, mais un homme doit avoir ses passions, n'est-ce pas? En effet, murmura Amelia. Elle ne le regardait pas. Elle regardait à travers les vitres de la serre, vers le jardin d'un noir d'encre. La pluie fouettait les vitres. C'était un misérable mardi soir d'avril. L'humidité s'était infiltrée jusqu'à la moelle de ses os. Mon domaine dans le Yorkshire, continua Linfield, sa voix baissant à un ton qu'il croyait intime, mais qui semblait simplement congestionné. Il est vaste, d'un vert infini. Il ne lui manque qu'une maîtresse pour gérer la maison pendant que je suis, eh bien, à mes occupations. Ça y est. Amelia tourna la tête. Elle le regarda. Le regarda vraiment. Linfield n'était pas un mauvais homme. Il ne battait pas ses chevaux. Il payait ses tailleurs à temps. Mais en le regardant, Amelia vit les 40 prochaines années de sa vie. Elle s'étendait devant elle comme une route plate et grise. Elle vit des matinées à vérifier les comptes de la maison. Elle vit des soirées à écouter des histoires de chiens. Elle vit l'effacement silencieux et légal d'Amelia Clare, remplacée par Lady Linfield. Une femme dont la propriété, le corps et les opinions appartenaient entièrement à l'homme au menton fuyant. Linfield fit un pas de plus. Il tendit la main. Amelia recula. Juste une fraction de centimètre, mais c'était suffisant. Le mouvement fut comme une guillotine tombant entre eux. « Lord Linfield », dit-elle. Sa voix était basse, sans malice. Seulement une finalité terrible et plate. « Votre domaine semble magnifique. Vos chiens semblent coûter cher. Je suis certaine qu'ils apporteront tous deux une grande joie à la femme que vous épouserez. Moi, cependant, je n'irai pas dans le Yorkshire. » Sa main resta suspendue dans les airs, soudainement absurde. Une rougeur monta à son cou. Le blanc amidonné de son col devint d'un rose dangereux. « Mademoiselle Clare, je vous offre ma main. » Et je la décline. Vous avez 26 ans. Ce n'était pas une constatation. C'était une accusation. Un réquisitoire contre sa valeur qui expirait. « Je suis consciente de mon âge, » dit Amelia, d'un ton complètement détaché. « J'étais là quand je suis née. Bonsoir, milord. » Elle n'attendit pas sa réplique balbutiante. Elle se retourna et retourna dans la chaleur suffocante de la salle de bal. L'odeur des bougies en cire d'abeille, de parfums chers et de corps chauds la frappa comme un coup. L'orchestre jouait une valse. Les cordes se lamentaient sur le bourdonnement de 100 conversations qui se chevauchaient. Amelia se déplaçait le long des murs de la salle. Elle gardait les yeux fixés juste au-dessus de la foule. C'était une manœuvre bien rodée qui empêchait quiconque de croiser son regard et d'engager la conversation. C'était rapide, grâce à une voix. Amelia s'arrêta près de la sortie drapée de soie. Sa tante Agatha était assise dans un fauteuil en velours, un verre de ratafia à moitié vide, dans sa main noueuse. Agatha était une veuve aux moyens indépendants et au tempérament redoutable. C'était la seule parente qu'Amelia tolérait. 14 minutes, dit Amelia, s'appuyant légèrement contre le mur. Le plâtre était frais à travers la fine soie de sa robe. Un nouveau record pour lui, je pense. D'habitude, il fait sa demande après 10 minutes. Agatha renifla. Linfield. Dommage.
Il a une très grande maison. Il a un très grand chenil, corrigea Amelia. La maison n'est qu'une extension. Agatha but une lente gorgée de sa boisson. Ses yeux sombres et perspicaces étudiaient sa nièce. Amelia n'était pas une beauté classique. Sa mâchoire était trop carrée, ses cheveux sombres trop épais. Sa bouche avait tendance à se pincer en une ligne plate et sceptique. Mais elle possédait une fortune. Elle lui avait été laissée par un grand-père rongé par la culpabilité. Cette fortune était bloquée dans un trust qu'elle contrôlait. Elle était un prix, mais un prix difficile, un cheval qui mord. « Tu sais ce qu'ils disent » dit Agatha doucement. La vieille femme ne se souciait pas des ragots, mais elle les utilisait comme une monnaie d'échange. « Que je suis arrogante » devina Amelia. « Que je suis frigide. Que je lis trop Mary Wollstonecraft et que je mourrai seule, entourée de chats. »« Tout ça à la fois » acquiesça Agatha. « Ils disent que tu cherches la perfection, une créature mythique, un homme qui n'existe pas. » Amelia regarda les danseurs tourbillonnants. Une douzaine d'hommes dans cette salle lui avaient demandé de les épouser au cours des 5 dernières années. Elle les avait tous refusés. Pas parce qu'elle attendait une grande romance. Elle ne croyait pas à la poésie des âmes qui s'enflamment. Elle avait vu trop de mariages bâtis sur la poésie s'effondrer. Ils se transformaient en petits déjeuners amers et silencieux, et en chambres séparées. Elle les rejetait parce qu'ils voulaient la posséder. Ils voulaient son argent, ou ses capacités, ou son esprit vif pour divertir leurs invités à dîner. Aucun d'entre eux ne la voulait, elle. Ils voulaient une épouse, un rôle, un poste vacant à pourvoir. « Je ne cherche pas la perfection, ma tante », dit doucement Amelia. La musique enfla, noyant ses mots, pour quiconque sauf Agatha. « Je refuse simplement de disparaître. » Agatha soupira, le son vibrant dans sa poitrine. « Fais attention, Amelia. L'indépendance est une froide compagne de lit quand on a 60 ans. »« Mieux vaut une compagne de lit froide qu'une étouffante, » répondit Amelia. Elle se décolla du mur. « J'ai la tête qui me bat. Je vais à la voiture. » Elle sortit dans la nuit humide de Londres. Elle serra sa cape contre le froid. Elle ne ressentait rien pour Thomas Linfield. Elle ne ressentait rien pour aucun d'entre eux. Il n'y avait qu'un soulagement creux, retentissant, et en dessous, une solitude silencieuse et tenace, qu'elle refusait de regarder en face. De l'autre côté de la ville, dans le silence lourd et parfumé de cuir du White's Club, Lucas Hayes, le duc de Westford, fixait un verre de scotch qu'il n'avait aucune intention de boire. Il avait 32 ans et il était profondément fatigué. C'était une sorte d'épuisement particulier. Pas la douleur physique du travail, mais la fatigue mentale de porter un titre qui ressemblait moins à un honneur qu'à une enclume. Son père était mort 2 ans auparavant. Il avait laissé derrière lui un immense domaine dans le Somerset, une montagne de dettes cachées sous des registres de mensonges, et 2 jeunes sœurs qui avaient besoin de dots. Lucas avait passé 24 mois à tout réparer. Il avait renvoyé des intendants corrompus. Il avait vendu des propriétés inutiles. Il avait investi dans les nouveaux chemins de fer avec une cruauté qui choqua ses pairs. Et il avait ramené sa famille du bord de la ruine. Il avait fait son devoir. Maintenant, il ne restait plus qu'un seul devoir. On dirait un homme qui se prépare à la potence, dit Charles, se laissant tomber dans le fauteuil en face de lui. Charles était le plus vieil ami de Lucas. C'était un comte au caractère joyeux, et un terrible joueur que Lucas renflouait fréquemment. « Pierre » dit Lucas, sa voix un baryton bas et graveleux. Il repoussa le scotch. « Je me prépare pour la saison. » Charles rit. « Ah, le marché du mariage. Allons, Lucas. Tu es un duc. Tu es de nouveau solvable. Tu n'es pas entièrement hideux à regarder, à condition d'arrêter de froncer les sourcils. Il te suffit d'entrer dans une salle de bal, de laisser tomber ton mouchoir, et 50 mères se piétineront pour te le rendre. C'est exactement ce dont j'ai peur, marmonna Lucas. Il se frotta les yeux. Il détestait la mécanique de la chose. Il détestait la façon dont les jeunes femmes défilaient devant lui. La terreur dans leurs yeux et des sourires désespérés, épinglés sur leurs visages, entraînés à être d'accord avec chaque mot qu'il disait. Il ne voulait pas d'une jeune fille effrayée tout juste sortie du couvent. Il ne voulait pas d'une alliance politique. Il voulait une partenaire. Il voulait une femme qui pourrait regarder un registre de comptes sans pleurer. Une femme qui ne tressaillirait pas quand il se réfugiait dans ses humeurs silencieuses. Une femme qui comprenait que le mariage n'était pas une valse, mais une longue marche pratique. Mais la société ne produisait pas de femmes pratiques. Elle produisait des ornements.
Le bal de Lady Cowper est jeudi, nota Charles, faisant signe à un serveur pour un verre. Tu devrais y faire une apparition. Arrache le pansement d'un coup. Trouve une fille tolérable avec une constitution solide. Épouse-la, fais un héritier, et retourne dans le Somerset. Lucas regarda son ami. La brutalité purement transactionnelle de cette déclaration était normale ici. C'était ainsi que le monde fonctionnait. Mais l'entendre prononcer à voix haute fit se crisper la mâchoire de Lucas. « Jeudi », répéta Lucas. « Très bien. » Jeudi arriva avec un épais brouillard hors saison qui étouffait les rues de Mayfair. La salle de bal de Lady Cowper était une débauche de couleurs et une chaleur suffocante. Lucas se tenait près d'un pilier, souhaitant être n'importe où ailleurs. Il ne dansait pas. Il le faisait rarement. Il se tenait les mains jointes dans le dos. Un homme grand, aux larges épaules, dans une tenue de soirée noire, sobre et sans fioriture. Il observait la foule avec le détachement analytique d'un général inspectant un champ de bataille. Il regarda un jeune lord renverser du vin sur l'ourlet d'une débutante. Il regarda trois matrones chuchoter violemment derrière leurs éventails. Et puis il regarda une femme dans une robe d'un bleu nuit profond démolir un imbécile. Il ne connaissait pas son nom. Il ne voyait que son profil. Elle se tenait près d'une table de rafraîchissement, tenant un verre de limonade comme un bouclier. Un homme, Lord Peterson, un raseur notoire qui se prenait pour un philosophe, lui parlait avec de grands gestes amples. Lucas ne pouvait pas entendre la conversation, mais il pouvait lire le langage corporel. La femme ne souriait pas. Elle ne hochait pas la tête. Elle se tenait parfaitement immobile, son visage un masque d'indifférence polie. Puis, Peterson dit quelque chose en se penchant vers elle avec un sourire narquois. La femme ne broncha pas. Elle tourna simplement la tête, regarda Peterson droit dans les yeux et prononça une seule phrase. Lucas ne savait pas ce qu'elle avait dit, mais il en vit le résultat. Peterson s'arrêta brusquement. Son sourire narquois disparut. Il ouvrit la bouche, la referma, s'inclina sèchement et s'éloigna d'un pas pressé, comme un homme qui venait de toucher une plaque brûlante. La femme ne le regarda pas partir. Elle but simplement une gorgée de sa limonade, son expression inchangée. Lucas sentit une pointe d'intérêt soudaine et vive. C'était tout à fait nouveau. « Qui est-ce » demanda-t-il. Charles suivit le regard de Lucas. Un léger sifflement s'échappa de ses lèvres. « Ça, mon ami, c'est un mur de briques déguisé en femme, mademoiselle Amelia Clare. »« Claire » répéta Lucas. Le nom lui était familier. « Une héritière » expliqua Charles en sirotant son champagne. « Indépendante. Père mort, mère à Bath pour ses nerfs, grand-père lui a laissé une fortune. Elle a 26 ans. Et avant que tu ne demandes, non. Non. Ne te donne pas cette peine, dit Charles en secouant la tête. Elle a rejeté la moitié de la pairie. 17 demandes en mariage aux dernières nouvelles. Linfield a été la dernière victime mardi. Elle est notoirement difficile. Froide comme la Tamise en hiver. On dit qu'elle déteste les hommes. Lucas l'observa. Amelia Clare posa son verre. Elle se frotta la tempe gauche avec 2 doigts. Un petit geste privé de profond épuisement. Elle n'avait pas l'air d'une femme qui détestait les hommes. Elle avait l'air d'une femme fatiguée de jouer à un jeu qu'elle savait truquer. « Dixit » murmura Lucas. « Elle pense que personne n'est assez bien pour elle » prévint Charles. « Ou bien, » dit Lucas doucement, « elle pense qu'aucun d'eux ne dit la vérité. » Il ne l'approcha pas ce soir-là. Lucas était un stratège. On ne s'approche pas d'un mur fortifié pour frapper à la porte d'entrée. On regarde, on observe. Pendant les 3 semaines suivantes, c'est exactement ce qu'il fit. Il la vit à 3 bals, 2 soirées musicales et une terrible lecture de poésie. Il ne l'invita jamais à danser. À la place, il remarqua des choses. Il remarqua qu'elle portait des couleurs sombres, des bleus, des verts, des rouges profonds. Elle évitait les pastels qui faisaient ressembler les femmes à des confiseries. Il remarqua qu'elle engageait rarement la conversation. Mais quand elle parlait, les gens écoutaient. Il remarqua qu'elle avait un tic quand elle s'ennuyait. Son pouce gauche traçait la couture de son gant de soie. Et il remarqua qu'elle l'observait aussi. Ce n'était pas un regard de flirt. C'était une reconnaissance mutuelle à travers les salles bondées. Le duc qui ne dansait pas et la vieille fille qui ne souriait pas. Ils étaient 2 personnes se tenant en marge de la même pièce bruyante et ridicule. Silencieusement d'accord sur le fait que le scénario était terrible. Le point de rupture arriva un mardi après-midi à Somerset House.
L'exposition d'été de l'Académie royale était bondée. Les galeries résonnaient du claquement sec des talons et du bourdonnement des critiques prétentieuses. L'air sentait la peinture à l'huile et la laine chère. Amelia se tenait devant un immense tableau de paysage. Il représentait une tempête au-dessus d'un château en ruine. Il était rempli d'éclairs exagérés et de nuages dramatiques et grandioses. C'était bruyant et chaotique, un peu comme les gens qui remplissaient la pièce. Elle traça la couture de son gant avec son pouce. « Il s'impose lourdement », dit une voix grave et calme à côté d'elle. Amelia ne sursauta pas. Elle tourna lentement la tête. Lucas Hayes, le duc de Westford, se tenait à côté d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir la légère odeur de bois de santal et de pluie sur son manteau, mais assez loin pour respecter les strictes limites de la bienséance. Il ne la regardait pas. Il regardait le tableau, les mains jointes dans le dos. C'était la première fois qu'il se tenait si près. Sa présence était dense, comme un changement de pression atmosphérique. Il était plus grand qu'elle ne l'avait réalisé. « Le tableau ?» demanda Amelia, adoptant le même volume. « Oui, » dit Lucas. « L'artiste essaye trop de nous convaincre du danger. Les vraies tempêtes ne s'annoncent pas avec autant de théâtralité. Elles arrivent simplement et détruisent tout. » Amelia étudia son profil. Il avait un nez fort et intransigeant, et une mâchoire qui semblait passer beaucoup de temps crispée. Il était beau, mais pas de la manière polie et fragile des hommes qu'elle écartait habituellement. Il avait l'air buriné. « Vous préférez que vos désastres soient subtils, votre grâce ?» demanda-t-elle. Lucas se tourna enfin pour la regarder. Ses yeux étaient sombres, d'une nuance surprenante de gris ardoise, et ils étaient intensément concentrés. Il n'y avait pas le vernis poli des plaisanteries de société dans son regard. Il la regardait comme si elle était un nœud compliqué qu'il avait l'intention de défaire. « Je les préfère honnêtes, mademoiselle Claire, » dit-il. Un petit frisson d'adrénaline parcourut les veines d'Amelia. Cela faisait des années qu'un homme ne lui avait pas parlé sans un motif qu'elle pouvait instantanément déchiffrer. Et à quoi ressemble l'honnêteté à Londres? Une denrée rare, dit Lucas. Il se détourna du tableau, lui faisant un léger signe de marcher avec lui. C'était un geste audacieux, de supposer qu'elle le suivrait. Mais il n'attendit pas de voir si elle le faisait. Amelia n'hésita qu'une fraction de seconde avant de se mettre à marcher à ses côtés. Ils descendirent lentement la longue galerie. La foule s'écarta naturellement pour un duc, leur offrant une petite bulle d'intimité dans l'espace public. « On m'a dit que je devrais vous éviter, mademoiselle Claire, » dit Lucas. Il ne semblait pas offensé. Il semblait conversationnel. Amelia garda les yeux fixés devant elle. « Et on m'a dit que vous êtes un homme sinistre et inflexible, qui ne se soucie que de ses registres. Il semble que nous soyons tous deux les sujets d'une mythologie colorée. La vôtre est-elle un mythe ?» demanda-t-il. 17 hommes. Amelia sentit le mur défensif familier se mettre en place, froid et lisse. « Ah, vous êtes venu me réprimander pour mon orgueil. Ou peut-être voulez-vous en faire le 18e, juste pour voir si vous pouvez briser la série. »« Ni l'un ni l'autre, » dit Lucas sèchement. Le mot tomba entre eux, lourd et absolu. Amelia vacilla d'un pas, le regardant avec surprise. « Alors pourquoi me parlez-vous » demanda-t-elle, abandonnant le vernis de politesse. « Parce que, » dit Lucas, s'arrêtant dans un coin tranquille de la galerie, à l'écart du flux principal de visiteurs. Il se tourna pour lui faire face complètement. « Je les ai vus vous approcher. Je vous ai vu les démanteler. Vous ne le faites pas avec méchanceté. Vous le faites avec l'efficacité d'une femme qui verrouille une porte. » Amelia leva le menton. « Je ne souhaite pas me marier. Ce n'est pas un crime, votre grâce, bien que la société le traite comme tel. Ce n'est pas un crime, acquiesça doucement Lucas. Mais c'est une forteresse. » Il la regarda, son regard tombant sur ses mains. Il nota la prise serrée qu'elle avait sur son réticule, avant de croiser à nouveau ses yeux. « Chaque homme de cette ville vient à vous avec une liste de choses qu'il peut vous donner. Un titre, un domaine dans le Yorkshire, une voiture avec un blason. » Amelia pensa à Linfield et à ses chiens. « Oui? Ils vous demandent de partager leur vie, » continua Lucas. Sa voix baissa, tranchant le bruit de fond de la galerie comme une lame. Ils vous demandent de vous insérer dans l'espace vide de leur grande maison. Ils vous offrent le monde, à condition que vous le regardiez exclusivement à travers leurs fenêtres. Amelia retint son soufflet. C'était un son minuscule, presque imperceptible, mais elle savait qu'il l'avait entendu. Il articulait la terreur suffocante exacte qu'elle portait depuis 5 ans.
La terreur qu'elle n'avait même pas pu nommer à sa tante Agatha. « Et vous » demanda-t-elle, sa voix tremblant juste un peu. « Qu'en pensez-vous, votre grâce » Lucas fit un demi-pas de plus. La proximité était électrique, mais elle était complètement dépourvue de l'intimité écœurante et forcée d'un flirt de salle de bal. C'était la proximité d'une vérité en train d'être dite. « Je pense qu'il pose la mauvaise question, » dit Lucas. « Quelle est la bonne question » Lucas la regarda. Il vit l'intelligence dans ses yeux sombres, l'armure cynique qu'elle portait, et l'épuisement silencieux et désespéré qui se cachait juste en dessous. Il ne voulait pas la conquérir. Il voulait comprendre l'architecture de ses défenses. « Il vous demande ce que vous voulez, » dit Lucas doucement. « Mais il ne demande jamais ce que vous protégez. » Il soutint son regard, sans ciller. « Dites-moi, Amelia, » dit-il, utilisant son prénom avec une quiétude soudaine et dévastatrice. « Si vous ne vous mariez pas, si vous réussissez à chasser tous les hommes d'Angleterre et que vous vous retrouvez entièrement seul, quelle est cette vie que vous gardez si férocement? Si personne ne regarde, que voulez-vous vraiment faire de vos journées ?» La galerie autour d'eux disparut. Amelia le fixa. Son cœur battait contre ses côtes. Un rythme violent et erratique. Aucun homme ne lui avait jamais demandé ça. Il lui avait demandé comment elle gérerait un domaine. Il lui avait demandé combien d'enfants elle désirait. Il lui avait demandé si elle jouait du pianoforte. Ils avaient supposé que toute son existence était une salle d'attente pour leur arrivée. Personne n'avait jamais envisagé qu'elle puisse déjà avoir une vie dans sa tête, qu'elle puisse avoir des ambitions qui n'avaient rien à voir avec le fait d'être une épouse. Personne n'avait jamais demandé à connaître la femme qui vivait derrière l'armure. Elle regarda Lucas Hayes. Pour la première fois en 26 ans, Amelia Clare n'avait pas de réplique toute prête. Elle ouvrit la bouche et le silence s'étira entre eux, fragile, terrifiant et complètement réel. Le silence dans cette galerie s'étira, se tendant comme un fil sur le point de rompre. Amelia regarda Lucas Hayes. Elle attendit la chute. Elle attendit que la condescendance apparaisse dans ses yeux, que le sourire paternaliste lui dise que c'était un exercice de rhétorique, destiné à flatter son ego avant que le vrai piège ne se referme. Cela n'arriva pas. Lucas se tenait simplement là, sa respiration régulière, attendant une réponse. « Si je vous le dis, » dit Amelia, sa voix tombant à un murmure rauque, « vous rirez. Ou vous me direz que c'est inconvenant. Ou vous ferez simplement semblant de m'écouter, ce qui est infiniment pire. »« Je n'ai pas ri depuis 3 ans, mademoiselle Claire, » répondit Lucas, tout à fait sérieux. « Et je n'ai jamais fait semblant d'écouter qui que ce soit de ma vie. C'est une perte de temps. Répondez à la question. Que protégez-vous » Amelia baissa les yeux sur ses mains gantées. Elle laissa échapper un souffle un peu rauque. Quand elle releva les yeux, l'armure défensive avait disparu. Elle était remplacée par une intensité féroce et nue. « Des logements insalubres, dit-elle. » Lucas ne cilla pas. « Des logements insalubres. Mon grand-père m'a laissé une immense fortune, dit Amelia, les mots sortant rapidement maintenant, vifs et défensifs. Mais il m'a aussi laissé 3 rues à Saint-Gilles. Des taudis, des structures pourries et misérables, où le choléra se propage dans les murs, et où les toits s'effondrent quand il neige. Mes administrateurs voulaient les vendre à un promoteur immobilier. Il aurait expulsé tout le monde et construit des entrepôts. J'ai refusé. » Elle observa son visage. « Toujours aucune moquerie. J'ai racheté les parts des administrateurs avec mon capital liquide, » continua Amelia, le menton levé. « Je possède les rues en pleine propriété. Depuis 4 ans, je les réaménage. J'ai appris le dessin technique auprès d'un architecte écossais qui devait une faveur à mon oncle. J'ai renvoyé les collecteurs de loyers corrompus. Nous abattons les poutres pourries. Nous installons un drainage adéquat, des fondations en briques et des toits en ardoise. C'est tout sauf glamour. Ça sent la chaux et les eaux usées. Et ça consume chaque heure de ma vie. » Elle s'arrêta, sa poitrine se soulevant légèrement sous son corsage de soie. Elle n'avait jamais dit cela à voix haute à un homme de sa sphère. « Et si vous vous mariez, » dit Lucas lentement, analysant la réalité juridique de ses paroles, « votre mari prend le contrôle de votre propriété. Il peut arrêter la construction, vendre les rues et empocher le capital. Il arrêterait la construction, corrigea amèrement Amelia, parce qu'aucun gentleman de la haute société ne veut que sa femme soit couverte de poussière de briques, à discuter avec des contremaîtres à Saint-Gilles du prix des tuyaux en fer.
Je serai enfermé dans un salon du Yorkshire à broder des coussins pendant que 300 personnes perdraient leur maison. Elle se prépara. C'était le moment où les hommes battaient généralement en retraite. Ils reculaient devant la saleté, devant l'indépendance inconvenante de la chose, devant la mécanique purement masculine de la plomberie et de la maçonnerie. Lucas regarda le sol un long moment. Il se frotta la mâchoire. Puis, il releva les yeux vers elle. « Combien payez-vous pour les tuyaux en fer ?» demanda-t-il. Amelia se figea. « Je vous demande pardon ?»« Le fer, » répéta Lucas. « Vous vous approvisionnez auprès des fonderies des Midlands, ou vous l'achetez aux chantiers locaux de Londres. Parce que si vous l'achetez à Londres, les marchands vous surfacturent la taxe de transport. Je possède des parts dans une ligne de chemin de fer qui relie directement une fonderie à Birmingham. Je peux vous obtenir le prix de gros. » Amelia le dévisagea. L'air quitta ses poumons dans un souffle soudain. Il ne faisait pas semblant. Il n'était pas horrifié. Il analysait sa chaîne d'approvisionnement. « Vous » elle balbutia, complètement désarmée. « Vous voulez parler du prix du fer ?»« Je veux m'assurer que vous ne vous faites pas escroquer, mademoiselle Claire, » dit Lucas, l'ombre d'un sourire ironique touchant les coins de sa bouche. Les contremaîtres adorent escroquer un novice, quel que soit son sexe. Installez-vous des pompes communes pour l'eau, ou des conduites individuelles. Commune, réussit à dire Amelia, son pouls battant à un tout nouveau rythme contre sa gorge, 3 par rue. Les conduites individuelles sont trop chères à entretenir, et la pression dans ce quartier est terrible. Intelligent, acquiesça Lucas. Et la brique? Ils restèrent dans le coin de l'Académie royale pendant 1 heure. Le tableau de paysage romantique et chaotique derrière eux fut entièrement oublié. Ils se disputèrent sur la résistance à la traction du bois. Ils débattirent des mérites de l'ardoise par rapport au chaume en milieu urbain. Amelia se retrouva à parler avec une rapidité qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Lucas ne se contentait pas d'écouter. Il la contredisait. Il remit en question ses calculs de charge, et quand elle lui prouva qu'il avait tort avec un morceau de fusain au dos d'un programme d'exposition, il ne bouda pas. Il hocha simplement la tête et dit « Je reconnais mon erreur. » C'était enivrant. Pour la première fois de sa vie, Amelia n'interagissait pas avec un prétendant. Elle interagissait avec un égal. « Je dois y aller, » dit-elle soudain, réalisant que la galerie s'était considérablement vidée. « Ma tante va envoyer des équipes de recherche. » Lucas regarda le programme maculé de fusain dans sa main, puis le lui rendit. « Je monte à cheval à Hyde Park à 7 heures du matin, » dit Lucas. « C'est bien trop tôt pour quiconque d'important. Je suis généralement près de la Serpentine. Si par hasard vous y promeniez votre chien, nous pourrions conclure notre débat sur les grilles de drainage. » Amelia ne possédait pas de chien. Elle regarda ses yeux gris ardoise. « Je méprise les chiens, » dit Amelia. « Mais j'ai besoin d'air frais le matin. Bonne journée, votre grâce. »« Mademoiselle Claire, » murmura-t-il. Elle se retourna et s'éloigna. Elle ne regarda pas en arrière. Mais alors qu'elle sortait sur le Strand animé, le brouillard lourd et suffocant qui pesait habituellement sur sa poitrine avait disparu. À sa place, il y avait une clarté vive et dangereuse. Tout a commencé avec le fer. 2 jours après l'exposition, une épaisse enveloppe arriva au domicile d'Amelia. À l'intérieur se trouvait un connaissement d'une fonderie de Birmingham. Il indiquait un prix pour les tuyaux en fer, qui fit physiquement tomber la tasse de thé d'Amelia. C'était 40% de moins que son fournisseur londonien. Épinglée en haut se trouvait une note écrite d'une main vive et penchée. « Mademoiselle Claire, je soupçonne votre marchand actuel de vous faire payer le privilège de sa compagnie. Renvoyez-le. Hayes. » Amelia rit. C'était un son fort et inattendu qui surprit sa femme de chambre. Elle se rendit dans son bureau, rédigea une lettre mettant fin à son contrat avec le marchand londonien et envoya une réponse à Lucas. « Votre grâce, le marchand a été renvoyé. J'ai joint les nouveaux schémas pour les fondations. Si votre ligne de chemin de fer retarde ma livraison ne serait-ce que d'1 jour, je vous tiendrai personnellement responsable de la pourriture. Ah, Claire. » Ils ne se rencontraient pas dans les salles de bal. Ils ne dansaient pas. Au lieu de cela, ils forgèrent un partenariat dans les coins calmes et poussiéreux de Londres, là où la société ne regardait pas. Ils se retrouvaient à 7 heures du matin, près de la Serpentine. Amelia portait des bottes de marche et de la laine épaisse. Lucas portait du cuir d'équitation. Ils marchaient côte à côte dans la brume, leur souffle formant des panaches dans l'air froid. Ils s'attaquaient aux cauchemars logistiques de leurs domaines respectifs.
La société prospère sur la visibilité. Parce qu'ils étaient entièrement invisibles, les rumeurs mirent du temps à fermenter. Mais elles le firent. Un duc et une héritière, tous deux notoirement difficiles, disparaissant soudainement des soirées. Tante Agatha accula Amelia dans le salon 3 semaines après le début de l'arrangement. « Tu vas te ruiner », dit Agatha, plantant une aiguille dans son cadre à broder. Amelia ne leva pas les yeux de son registre. « Je suis en train d'examiner un manifeste sur la brique, ma tante. Ce n'est guère scandaleux. Tu rencontres un homme sans chaperon dans le parc. Nous discutons des égouts. Je me fiche que vous discutiez de la résurrection du Christ, Amelia, lança Agatha. C'est un duc célibataire. Tu es une héritière célibataire. Si on vous voit, tu le forceras à agir. Ou pire, il ruinera ta réputation et te laissera complètement impossible à marier. » Amelia ferma le registre. « Je suis déjà impossible à marier par conception. Ne sois pas naïve, » prévint Agatha, sa voix perdant son habituel ton sarcastique. Lucas Hayes n'est pas une marionnette comme Linfield. C'est un prédateur qui a passé 2 ans à dépecer la moitié du Somerset pour sauver sa famille de la faillite. Il est impitoyable. Tu penses que tu joues à un jeu d'intellect, mais c'est un homme, Amelia. Et les hommes finissent par vouloir ce qu'ils veulent. Amelia se leva, la mâchoire serrée. Il me respecte, Agatha. Le respect, dit doucement sa tante, n'est pas un engagement légal. Les mots ébranlèrent Amelia. Elle détestait qu'il l'ébranle, mais le lendemain matin, quand elle rencontra Lucas près de l'eau, la camaraderie facile sembla soudainement tendue. Le brouillard était épais, les isolant dans un petit monde gris. Lucas le remarqua immédiatement. Il remarquait toujours tout. « Vos calculs de fondation étaient impeccables », dit-il en lui tendant un rouleau de plan. « Mais vous êtes silencieuse. Le prix du bois vous a-t-il offensé ?»« Non, » dit Amelia. Elle prit les plans, ses doigts effleurant son gant de cuir. Une étincelle d'électricité statique jaillit entre eux, vive et minuscule. Elle retira sa main. « Ma tante croit que vous allez me ruiner. » Lucas s'arrêta de marcher. Le gravier crissa sous ses bottes, puis devint parfaitement silencieux. Il ne fit pas de blague. Il n'offrit pas de platitude. Il se tourna pour lui faire face, son expression illisible. « Le croyez-vous » demanda-t-il. « Je crois que vous êtes pratique, » dit Amelia, forçant sa voix à rester stable. « Je crois que vous me voyez comme une énigme intéressante, mais je connais aussi le monde dans lequel nous vivons. Et je sais que ceci, » elle fit un geste entre eux, « ne peut pas durer indéfiniment sans que quelqu'un exige un péage. » Lucas regarda l'eau grise de la serpentine. Les lignes dures de son profil se découpaient comme de la pierre contre la brume. « Mon père, » commença Lucas, sa voix graveleuse et basse, était un romantique. Il aimait la beauté, il aimait les fêtes, il aimait l'idée d'être un duc. Quand il est mort, j'ai découvert qu'il avait hypothéqué chaque ferme de nos tenanciers pour payer des dettes de jeu et des maîtresses. Amelia fronça les sourcils, surprise par ce changement soudain de sujet. Lucas. « Laissez-moi finir, » dit-il, sans la regarder. « J'ai passé 2 ans assis à un bureau en acajou à décider quelle famille allait mourir de faim pour que mes sœurs ne soient pas jetées à la rue. J'ai expulsé des hommes que je connaissais depuis l'enfance. J'ai vendu les chevaux sur lesquels j'avais appris à monter. J'ai démoli mon propre héritage jusqu'aux fondations pour le reconstruire. » Il se tourna enfin pour la regarder. L'épuisement dans ses yeux était stupéfiant. Ce n'était pas physique. C'était une lassitude profonde et spirituelle. « Je ne vous vois pas comme une énigme, Amelia, » dit-il doucement. « Je vous vois comme la seule personne dans cette ville maudite qui comprend le poids de porter la vie des autres entre ses mains. Je viens ici le matin parce que c'est la seule heure de la journée où je n'ai pas l'impression d'étouffer. » Amelia sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Ce n'était pas la fissure structurelle polie qu'elle avait ressentie dans la galerie. C'était une fracture profonde des fondations. Elle le regarda. Le duc de Westford, le sauveur impitoyable de sa famille, debout dans la brume, avouant qu'il se noyait. Elle n'offrit pas de sympathie. La sympathie était pour les hommes faibles. Au lieu de cela, elle s'approcha, comblant le fossé physique entre eux. « Les marchands de bois de Wapping retiennent les réserves de chêne, » dit-elle, sa voix tombant à un murmure féroce et conspirateur. « Si nous mettons notre capital en commun, nous pouvons les contourner et acheter directement aux navires baltes sur les quais demain. » Lucas la dévisagea. La tension dans sa mâchoire se déverrouilla lentement. Le lourd épuisement sombre dans ses yeux se transforma,
remplacée par une chaleur soudaine et flamboyante. « Demain à l'aube, dit-il. Demain à l'aube, acquiesça-t-elle. Ils ne se touchèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Le contrat fut signé dans l'air humide de Londres, bien plus solide que tout ce qui pouvait être écrit dans une église. La crise n'arriva pas poliment. Elle arriva un jeudi de novembre, portée par une tempête torrentielle qui fouetta la Tamise et martela Londres de rideaux de pluie glaciale. Amelia était dans son bureau, examinant les comptes trimestriels, quand son contremaître en chef, un homme robuste nommé Higgins, arriva par la porte de derrière. Il était trempé jusqu'aux os, de la boue éclaboussant ses genoux, son visage pâle de panique. « C'est l'échafaudage sur Miller's Row, mademoiselle. » Haleta Higgins, debout sur le carrelage de la cuisine. La montée des eaux a affaibli la berge de boue. Le mur et du nouvel immeuble est en train de bouger. Si les étés cèdent, tout s'effondre dans la rue. Nous avons 20 familles dans les vieux logements juste en face. Amelia n'hésita pas. Elle n'appela pas sa tante. Elle n'appela pas de chaperon. Elle se débarrassa de sa robe de jour en soie, enfila une lourde jupe en laine qu'elle gardait pour les visites de chantier, fourra ses pieds dans des bottes épaisses et jeta une cape en toile cirée noire sur ses épaules. « Préparez la voiture », lança-t-elle au majordome. « Higgins, prenez toutes les cordes et les cales en bois que nous avons dans la cour. » Le trajet jusqu'à Saint-Gilles fut un cauchemar de roues qui tanguaient et de vent qui hurlait. Quand ils arrivèrent, la scène était un chaos total. Le nouvel immeuble, 3 étages de briques brutes et humides, penchait dangereusement. L'échafaudage en bois censé le soutenir gémissait, pliant sous le poids immense et le vent violent. Des hommes criaient, glissant dans la boue jusqu'aux genoux, essayant de planter des traverses dans la terre, mais le sol était de la soupe. Amelia sauta de la voiture avant qu'elle ne s'arrête complètement. La pluie glaciale lui frappa le visage comme de la chevrotine. Attachez les poutres principales au pieu de fondation, hurla-t-elle par-dessus le vent, courant vers le mur qui bougeait. Nous n'avons pas assez d'hommes pour tirer les cordes, mademoiselle, cria Higgins en retour, luttant avec une énorme bobine de chanvre. La boue est trop glissante. Amelia attrapa la corde épaisse et humide. Le chanvre lui déchira la peau des paumes, mais elle enfonça ses bottes dans la gadoue et tira. Alors nous tirerons nous-mêmes. Tirez, bon sang. Elle avait 26 ans. Elle était une dame de la bonne société. Elle pesait peut-être 50 kilos toute mouillée. Sa contribution à la corde était mathématiquement insignifiante, mais sa présence fut un coup de fouet. Les ouvriers, voyant l'héritière dans la boue, se précipitèrent, saisissant la corde. Ils halèrent. Le mur gémit, résistant. « Tenez bon !» rugit quelqu'un. Amelia tourna la tête. Traversant la rue étroite et inondée, Lucas arrivait à cheval. Il était sur un énorme hongre noir, son manteau trempé, son chapeau envolé. Il se jeta de sa selle alors que le cheval était encore en mouvement. Il ne demanda pas ce qu'elle faisait. Il n'essaya pas de la mettre en sécurité. Il jeta un coup d'œil au mur penché, aux hommes qui peinaient, et à la corde dans les mains ensanglantées d'Amelia. Lucas sprinta dans la boue. Il attrapa la corde juste devant Amelia, l'enroula autour de ses larges épaules et enfonça profondément ses bottes d'équitation dans la tranchée. À mon signal. Boigla Lucas, sa voix tranchant la tempête comme un coup de canon. Tirez, la force combinée des hommes, maintenant ancrée par la masse physique et le commandement du duc, tira en arrière. Amelia tira jusqu'à ce que ses épaules hurlent. Elle glissa, ses genoux s'écrasant dans la boue glaciale. La grande main de Lucas se projeta en arrière, attrapant le col de sa cape sans regarder, la relevant tout en maintenant la tension sur la corde. « Gardez l'équilibre, Claire !» rugit-il par-dessus son épaule. « Tirez, Hayes !» cria-t-elle en retour. « Tirez !» Avec un craquement écœurant, les énormes traverses en bois se mirent en place, rattrapant le poids du mur de briques penché. La structure frémit, se stabilisa et tint bon. Le silence qui suivit fut absolu, brisé seulement par le hurlement du vent et les halètements rauques et brûlants de 20 hommes. Amelia lâcha la corde. Ses mains étaient à vif, saignant dans la boue. Sa lourde jupe en laine était un bloc solide de saleté glaciale. Ses cheveux s'étaient échappés de leurs épingles et étaient plaqués sur son visage. Elle leva les yeux. Lucas se retourna. Sa belle chemise blanche était ruinée, maculée de boue noire et de graisse. Ses bottes en cuir étaient méconnaissables. Sa poitrine se soulevait sous l'effort brutal. Il regarda Amelia.
Il regarda la boue sur son visage, le sang sur ses mains, le feu féroce et inflexible dans ses yeux. Il ne vit pas une vieille fille. Il ne vit pas un ornement fragile. Il vit une chef de guerre. Lucas marcha vers elle. La boue aspirait ses bottes. Les ouvriers reculèrent, leur laissant de l'espace. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. La pluie coulait sur son visage, traçant des sillons dans la saleté. Il tendit la main, pas avec l'hésitation polie de la société, mais avec une nécessité brute et physique. Il prit ses petites mains ensanglantées dans ses grandes mains calleuses. Il ne recula pas devant la saleté. Il les serra fort. « Vous avez mal calculé la résistance au vent latéral, » dit Lucas, sa voix rauque, complètement à bout de souffle. Amelia leva les yeux vers lui, son cœur battant violemment contre ses côtes, l'adrénaline chantant dans son sang. « J'avais tenu compte du vent, » répliqua-t-elle, la voix tremblante. « Je n'avais pas tenu compte d'une crue centennale. »« Des excuses, » murmura-t-il. Il s'approcha encore. La chaleur qui émanait de son corps était un choc physique sous la pluie glaciale. Amelia pencha la tête en arrière. Elle pouvait voir le pouls battre frénétiquement à la base de sa gorge. L'espace entre eux disparut. Ce n'était pas une salle de bal. Il n'y avait pas de musique. Il n'y avait que l'odeur de la terre humide, du fer et de la sueur. Les yeux de Lucas tombèrent sur sa bouche. Le souffle d'Amelia se coupa. Pour la première fois, elle ne voulait pas reculer. Elle voulait avancer. Elle voulait attraper les revers de son manteau en ruine et l'attirer vers elle. « Mademoiselle Claire !» cria Higgins depuis la voiture, brisant le charme comme une vitre brisée. Le toit d'en face fuit. Nous avons besoin des bâches. Lucas ferma les yeux une fraction de seconde. Un muscle tressaillit dans sa mâchoire. Il laissa échapper un long souffle frémissant et recula, relâchant ses mains. « Allez-y !» dit Lucas, sa voix baissant d'une octave, destinée à elle seule. « Je vais sécuriser les étais. » Amelia se retourna et courut vers la voiture. Elle ne regarda pas en arrière. Elle ne le pouvait pas. Si elle regardait en arrière, elle savait qu'elle cesserait de combattre la réalisation terrifiante qui venait de la frapper plus fort que n'importe quel mur qui s'effondre. Elle ne gardait plus sa forteresse. Lucas Hayes était déjà entré, et elle lui avait remis les clés. Le matin après la tempête, l'eau de la baignoire en cuivre d'Amelia était entièrement noire quand elle en sortit. Elle s'assit à sa coiffeuse, fixant ses mains. La peau de ses paumes était déchirée. La chair vive de ses ampoules était peinte en jaune avec une pommade à l'arnica. Chaque muscle de son dos semblait avoir été battu avec une planche de bois. Elle ne pouvait pas lever les bras au-dessus de ses épaules. Elle ne s'était jamais sentie aussi bien. La douleur physique était réelle, mesurable et rassurante. Elle l'ancrait contre la panique terrifiante et abstraite qui tourbillonnait dans sa poitrine. Elle l'avait presque embrassée. Dans la boue, entourée d'ouvriers puant les égouts et la pluie glaciale. Elle avait voulu que Lucas Hayes l'attire dans son manteau en ruine et fasse s'effondrer le monde autour d'eux. Amelia ferma les yeux, posant son front contre l'acajou frais de sa coiffeuse. C'était la grande faille fatale de sa stratégie défensive. Elle avait construit une forteresse conçue pour tenir à l'écart les chasseurs de fortune, les sycophantes et les imbéciles. Elle n'avait pas construit une forteresse conçue pour tenir à l'écart un homme qui attrapait une corde et saignait à ses côtés. La porte de sa chambre s'ouvrit. Tante Agatha entra. Elle ne frappa pas. Elle portait un plateau en argent avec une seule feuille de vélin épais pliée dessus. Le visage d'Agatha avait la couleur de la vieille cendre. « J'ai passé les 6 dernières années, » dit Agatha, sa voix mortellement calme, « à défendre tes excentricités. J'ai dit à toute la ville que tu étais farouchement intelligente. Je leur ai dit que tu étais simplement exigeante. J'ai menti pour toi, Amelia, mais je ne peux pas mentir à ce sujet. » Amelia ne bougea pas. « À quel sujet ?» Agatha laissa tomber la lettre sur la coiffeuse. La voiture de Lord Harringworth était bloquée sur Oxford Street hier après-midi. Son laquais a fait un détour par Saint-Gilles pour trouver un chemin dégagé. Le laquais a vu une femme dans une cape trempée de boue en train de tirer un palan. Il a aussi vu le duc de Westford, jusqu'aux genoux dans une tranchée, crier son nom. Amelia regarda le papier plié. Il portait le blason d'une hôtesse de société en vue. « D'ici midi, » continua Agatha, s'affaissant lourdement dans un fauteuil, « la moitié de Mayfair le saura. D'ici demain, ce sera imprimé dans les journaux. Un duc et une héritière célibataire jouant dans les taudis. Ils diront que tu es sa maîtresse, ou ils diront que tu es finalement devenue folle. Ta réputation n'est pas seulement ternie, Amelia. Elle est complètement,
irréversiblement détruite. Amelia ramassa la lettre. Elle ne l'ouvrit pas. Elle tenait juste le papier épais entre ses doigts bandés. Pendant 5 ans, sa réputation avait été son bouclier. C'était la monnaie qu'elle utilisait pour maintenir son indépendance. Une vieille fille impeccable et intouchable était tolérée. Une femme déshonorée était exilée. Si elle était exilée, ses administrateurs pourraient demander aux tribunaux de saisir ses biens pour incompétence morale. Les logements, les familles de Saint-Gilles, tout lui serait retiré. « Quels sont les dégâts ?» demanda Amelia. Sa voix était plate, clinique, fatale. Agatha dit sans détour, « À moins qu'il ne te demande en mariage, et il ne le fera pas. Les ducs n'épousent pas les femmes qu'ils sortent de la boue. Ils épousent les filles de comte, qui n'ont jamais vu une rue sale. » Agatha laissa échapper un souffle rauque, le combat l'abandonnant. « Je t'avais prévenu, Amelia. Les hommes prennent ce qu'ils veulent, et ils laissent la chambre aux femmes. » Amelia posa la lettre. Une pierre froide et lourde se logea au fond de son estomac. Agatha avait raison. Les mathématiques de la société étaient absolues. Lucas avait sa propre famille à protéger. Il avait 2 sœurs qui avaient besoin de mari. Épouser une vieille fille déshonorée et scandaleuse ramènerait sa maison dans la boue dont il avait mis 2 ans à la sortir. Il était pragmatique. Il ferait le calcul. Il s'éloignerait. « Rédiger une lettre à l'avoué », dit Amelia en se levant. Ses jambes tremblaient, mais elle bloqua ses genoux. « Nous devons transférer les titres de propriété de Saint-Gilles dans une fiducie anonyme avant que les tribunaux ne s'en mêlent. » Agatha la dévisagea. « Amelia, ta vie est en train de brûler. Et tu penses aux titres de propriété ?»« Les titres de propriété sont ma vie, ma tante, » lança Amelia, la panique brute perçant enfin dans sa voix. « Maintenant, écrivez cette fichue lettre. » Elle passa les 4 heures suivantes dans son bureau, à boire du thé noir et à regarder l'horloge. Elle attendait le mot inévitable de Lucas. La rupture polie est pleine de regrets. La retraite formelle. Elle s'entraîna à arborer l'expression exacte d'indifférence qu'elle aurait en le lisant. À 2 heures de l'après-midi, le lourd heurtoir en laiton de la porte d'entrée frappa 3 fois. Amelia se figea. Sa plume resta suspendue au-dessus de la lettre. Elle entendit les pas lourds de son majordome dans le couloir. Elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Il y eut un échange de voix bas et bref, suivi par le son de bottes lourdes passant directement devant le petit salon, devant le grand salon et se dirigeant tout droit dans le couloir privé vers son bureau. La porte de son bureau s'ouvrit. Lucas Hayes se tenait sur le seuil. Il ne portait pas la tenue noire impeccable d'un duc faisant une visite formelle. Il portait un manteau d'équitation gris foncé, encore humide aux épaules, et des bottes éraflées. Il tenait un épais portefeuille en cuir sous son bras gauche. Sa mâchoire était couverte d'une barbe naissante argentée, et ses yeux étaient injectés de sang. Il ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi depuis 3 jours. Amelia se leva. Son cœur frappa contre ses côtes avec la force d'un marteau. « Votre grâce », réussit-elle à dire. Sa voix semblait fine, cassante. « Vous ne devriez pas être ici. Les rumeurs. Je me fiche des rumeurs. » l'interrompit Lucas. Il entra dans la pièce, referma la porte d'un coup de pied derrière lui et jeta le portefeuille en cuir sur son bureau en acajou. Il heurta le bois avec un bruit lourd et définitif. Le silence dans le bureau était absolu. L'horloge de parquet dans le coin battait aussi fort qu'un cœur. Amelia fixa le portefeuille en cuir, puis leva les yeux vers Lucas. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ça, » dit Lucas, posant ses mains sur le bord de son bureau et se penchant vers elle. « C'est toute ma vie. » Amelia fronça les sourcils, ses instincts défensifs s'éveillant. Elle croisa les bras, ignorant la piqûre aiguë dans ses paumes bandées. « Je ne comprends pas. C'est un état complet des comptes du domaine Hayes, » dit Lucas, sa voix un râle bas et graveleux. « Chaque acre de terre dans le Somerset, chaque dette que mon père a laissée jusqu'au dernier shilling, et les reçus prouvant qu'elles ont été réglées. Les registres des mines de charbon que j'ai achetées dans le Nord, les coûts de fonctionnement de ma maison. C'est complètement non censuré. J'ai demandé à mes avoués de le compiler à 3 heures ce matin. » Amelia regarda l'épaisse pile de papier qui sortait du rabat en cuir. « Pourquoi me montrez-vous ça ?»« Parce que, » dit Lucas en se redressant, « je propose une fusion. » Le mot resta en suspens. Fusion, pas un mariage, pas une union, un terme froid et commercial. Amelia sentit une pointe de colère soudaine et vive. Elle s'attendait à ce qu'il batte en retraite, mais c'était en quelque sorte pire.
Il la traitait comme une banque. Une fusion, répéta Amelia, sa voix dégoulinant d'acide. Êtes-vous venu acheter Saint-Gilles, votre grâce? Offrez-vous d'absorber mon scandale, si je vous cède mon capital? Lucas ne broncha pas. Ouvrez le portefeuille, Amelia. Je ne le ferai pas. Ouvrez-le, ordonna-t-il, l'autorité dans sa voix claquant comme un fouet. Lisez le premier document. Amelia le foudroya du regard. Elle tendit la main, ses doigts maladroits à cause des bandages, et ouvrit la lourde couverture en cuir. Posé sur les registres financiers, se trouvait un contrat légal. Il était rédigé sur un parchemin épais, estampillé du sceau des avoués de Lucas. Ce n'était pas un contrat de mariage standard. Amelia lut le premier paragraphe. Elle s'arrêta. Elle le relut. Son souffle se coupa dans sa gorge. Moi, Lucas Hayes, duc de Westford, renonce par la présente à tous les droits matrimoniaux sur les propriétés, le capital et les fiducies détenues par mademoiselle Amelia Clare. Les dites propriétés resteront en sa seule possession légale, pour gouverner, vendre ou développer comme elle l'entend, sans interférence, consultation ou permission de son mari. Elle parcourut la page, ses yeux s'écarquillant. De plus, mademoiselle Clare se voit accorder un pouvoir de signature conjoint sur le domaine Hayes, dans le Somerset. Aucune expulsion de locataire, vente de terrain ou modification structurelle ne pourra avoir lieu sans son consentement écrit explicite. Elle se voit accorder un siège au conseil d'administration du consortium du charbon du Nord. Ça continuait, page après page de fer légal. C'était une forteresse faite d'encre. Il ne lui prenait pas son autonomie, il l'armait, il lui donnait la moitié de son royaume et s'interdisait légalement de toucher au sien. Amelia laissa tomber le papier. Ses mains tremblaient violemment. Elle leva les yeux vers lui. La réplique cynique et sarcastique dont elle avait désespérément besoin avait disparu. Sa gorge était serrée, étouffée par une pression soudaine et écrasante. « C'est illégal », murmura-t-elle. « Les tribunaux ne le reconnaîtront pas. Les tribunaux le reconnaîtront parce que je suis un duc, et je soudoierai les magistrats s'il le faut, » dit Lucas sèchement. La structure de la fiducie est étanche. J'ai passé 6 heures à hurler sur mes avoués pour m'en assurer. « Pourquoi ?» demanda Amelia, sa voix se brisant enfin. « Pourquoi feriez-vous ça? Les hommes ne cèdent pas leur domaine. Ils n'abandonnent pas leur pouvoir. Vous vous mutilez pratiquement sur le plan légal. » Lucas contourna le bureau. Il ne s'arrêta que lorsqu'il se tint à quelques centimètres d'elle. L'odeur de la pluie, des chevaux et d'une sueur vive et propre émanait de lui. « Parce que je vous ai vu tenir cette corde, » dit Lucas, sa voix tombant à un murmure rauque. « Je vous ai vu saigner dans la boue pour des gens qui n'ont rien à vous offrir. Je vous ai vu refuser de vous rendre. » Il tendit la main et prit son visage entre ses mains. Ses pouces caressèrent doucement les angles vifs de sa mâchoire. « Vous pensez que je veux une épouse ?» demanda-t-il, ses yeux gris ardoise brûlant d'une chaleur féroce et sans compromis. « Je ne veux pas d'une épouse, Amelia. Je ne veux pas d'une femme pour arranger les fleurs et sourire à dîner. J'ai passé toute ma vie à porter le poids du monde sur mon dos, et j'en ai complètement marre de le porter seul. » Amelia le dévisagea, sa poitrine se soulevant. L'honnêteté pure et nue sur son visage était terrifiante. « Je veux une chef de guerre, » dit Lucas doucement. « Je veux une partenaire. Je veux la femme qui calcule la résistance au vent latéral dans un ouragan. Je veux la seule personne que j'ai jamais rencontrée qui puisse égaler ma vitesse. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi quand j'ai tort. » Il s'approcha encore, comblant le dernier centimètre entre eux. « Je sais ce que vous protégez, » murmura Lucas contre ses cheveux. « Je sais que vous êtes terrifié à l'idée de disparaître, alors je vous donne la plume. Vous gardez Saint-Gilles. Vous gardez votre nom sur les titres de propriété, mais vous prenez mon nom face au monde. Vous venez dans le Somerset. Vous m'aidez à construire les lignes de chemin de fer. Nous reconstruisons le domaine ensemble. Vous ne rétrécissez pas, Amelia. Vous vous développez. » Amelia ferma les yeux. Une seule larme, chaude et involontaire, glissa sur sa joue. Pendant 5 ans, elle avait mené une guerre contre tous les hommes de Londres. Elle s'était battue pour garder sa petite parcelle du monde, durement gagnée. Elle avait pensé que l'amour était une reddition. Elle avait pensé que cela signifiait déposer son épée et laisser quelqu'un d'autre diriger. Lucas Hayes ne lui demandait pas de déposer son épée. Il lui entendait une seconde et montrait l'horizon. « Si je signe ça, » dit Amelia, la voix tremblante, «
La société parlera toujours. Ils diront que vous avez épousé une femme déshonorée. Laissez-les parler, dit Lucas, sa prise sur sa mâchoire se resserrant légèrement, l'ancrant. Nous possédons les lignes de chemin de fer et le charbon. Dans 5 ans, ils nous supplieront pour des invitations à dîner. Amelia laissa échapper un rire saccadé et haletant. Elle ouvrit les yeux et le regarda. L'épuisement, la peur, la lourde armure qu'elle avait portée pendant des années, tout se fractura, se dissolvant dans l'air calme du bureau. « Vous êtes impitoyable, votre grâce », murmura-t-elle. « Je suis pragmatique, mademoiselle Claire », corrigea-t-il. « Allez-vous signer le contrat, ou allons-nous nous disputer sur le prix du bois pour le reste de nos vies ?» Amelia se dégagea de son emprise. Elle ne recula pas. Elle se déplaça simplement vers le bureau. Elle regarda le parchemin épais. Elle regarda la ligne blanche qui attendait son nom. 17 hommes lui avaient demandé sa main dans des salons et des jardins, offrant de la poésie et des promesses vides. Le 18e homme avait fait irruption dans son sanctuaire, lui avait offert un registre légal et avait exigé son intellect. Elle prit la plume. Ses doigts bandés hurlèrent de protestation, mais elle les ignora. « J'ai des conditions », dit Amelia, sans lever les yeux. Lucas croisa les bras, s'appuyant contre le bord du bureau. Un sourire lent et sincère, le premier qu'elle ait jamais vu, illumina son visage. Il changea fondamentalement son architecture, transformant le duc sinistre en quelque chose de dangereusement beau. « Bien sûr que vous en avez, dit-il. Énoncez-les. Les fonderies de Birmingham, dit Amelia, trempant la plume dans l'encrier. Nous acquérons une participation majoritaire. Je refuse de payer le prix de détail pour le faire, même à des tarifs de gros. Si nous construisons des lignes de chemin de fer dans le Somerset, nous contrôlons la chaîne d'approvisionnement. Marché conclu, dit Lucas instantanément. Et Saint-Gilles, continua-t-elle, amenant la plume au papier. Quand les logements seront terminés, nous construirons une école de métier pour les orphelins. Je ne veux pas que mes locataires travaillent comme des chiffonniers. Je m'occuperai moi-même d'obtenir la charte de la couronne. Lucas acquiesça. Et enfin, dit Amelia en s'arrêtant. Elle leva les yeux vers lui. Le cynisme avait entièrement disparu de ses yeux, laissant place à une vulnérabilité féroce et lumineuse. Vous ne me mentez jamais. Si le domaine est en difficulté, vous me le dites. Si vous vous noyez, vous me le dites. Vous ne me protégez pas du registre, Lucas. Vous le partagez. Le sourire de Lucas s'effaça, remplacé par une gravité profonde et solennelle. Il décroisa les bras et se redressa. « Je le jure, dit-il, devant Dieu et la loi, mes fardeaux sont les vôtres, mes triomphes sont les vôtres. » Amelia le regarda un long moment. Elle vit l'homme meurtri, épuisé et brillant qui avait vu à travers son armure. Elle vit son égal. Elle pencha la tête et signa le contrat. Amelia Claire. Le grattement de la plume fut fort dans la pièce silencieuse. Elle posa la plume. C'était fait. La forteresse était ouverte. La fusion était complète. Lucas contourna le bureau. Il ne regarda pas la signature. Il ne se souciait plus de l'encre. Il tendit la main et l'attira contre lui. Il n'y eut aucune hésitation cette fois. Aucune règle de société à respecter, aucun contremaître observant depuis une voiture. Il l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser doux et explorateur. Ce fut la collision de 2 personnes qui avaient passé leur vie entière à retenir leur souffle, s'autorisant enfin à inspirer. C'était désespéré, brutal et complètement dépourvu de retenue polie. Les mains d'Amelia, bandées et douloureuses, s'envolèrent pour agripper ses épaules. Elle le serra plus fort, lui rendant son baiser avec une faim féroce et possessive qui la choqua. Elle goûta le sel, la pluie et le goût métallique de l'adrénaline. Les bras de Lucas s'enroulèrent autour de sa taille, la soulevant légèrement du sol, l'écrasant contre sa poitrine comme s'il essayait de fusionner leurs os. Il rompit le baiser juste assez pour respirer, pressant son front contre le sien. « Au diable le déjeuner de noces !» marmonna Lucas, sa voix rauque, son souffle chaud contre sa bouche. « Nous obtenons une dispense spéciale demain. Je n'attends pas un mois. » Amelia rit, le son étouffé contre son manteau. Elle enfouit son visage dans son cou, respirant l'odeur de bois de santal et d'air froid. « Demain, » acquiesça-t-elle. « Mais nous devons d'abord nous arrêter au chantier de bois. Nous devons encore finaliser le chêne pour le toit. » Lucas gémit, un grondement profond dans sa poitrine, et l'embrassa à nouveau, faisant taire la logistique. 17 hommes lui avaient demandé de rétrécir. Un homme,
lui avait demandé de construire un empire. La société londonienne parlerait. Ils chuchoteraient derrière leurs éventails à propos de l'héritière scandaleuse et du duc impitoyable. Ils prédiraient un désastre. Ils diraient que c'était un mariage de glace et de pierre, dépourvu de romance. Ils avaient tort, bien sûr, parce que la vraie romance n'était pas un bouquet de fleurs de serre livré dans un salon. La vraie romance, c'était un homme qui regardait les murs de fer que vous aviez construits pour tenir le monde à l'écart, retroussait ses manches et disait « Montrez-moi les plans ». L'histoire d'Amelia et de Lucas prouve que la romance la plus profonde ne ressemble pas toujours à un conte de fées. Parfois, elle ressemble à un pied d'égalité, à des fardeaux partagés, et au courage de trouver quelqu'un qui aime l'armure que vous portez, et l'esprit qui l'a construite. Le véritable amour ne consiste pas à renoncer à qui vous êtes. Il s'agit de trouver la personne qui exige que vous deveniez plus. Si vous avez aimé cette vision réaliste et féroce de la romance historique, cliquez sur le bouton « J'aime ». Partagez-la avec quelqu'un qui apprécie une héroïne qui se sauve elle-même. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires profondément humaines. Qu'avez-vous pensé de la demande en mariage de Luca? Laissez un commentaire ci-dessous.